Voilà, nous démarrons la formation. En fait, nous continuons. Nous poursuivons avec notre formation. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre thème. C'est la procédure devant le tribunal pour enfants. Mais avant tout, on va faire la récapitulation de la matière qu'on a donnée la fois passée. Nous sommes en train de parler de la procédure judiciaire. La procédure judiciaire, c'est la procédure qui est engagée devant les instances judiciaires. Et cette procédure a deux phases. Nous avons d'une part la phase pré-juridictionnelle, mais d'autre part la phase juridictionnelle. Nous avons insisté la fois passée pour dire que la phase pré-juridictionnelle, c'est celle qui est engagée devant l'OPJ et le parquet, donc l'officier de police judiciaire OMP, ou même l'IPJ. En fait, l'IPJ et l'OPJ, ce sont des OPJ, tandis que l'IPJ, lui, il est en train de contrôler, il contrôle l'action de l'OPJ. Mais tous les deux sont gérés par l'OMP, dont l'officier du ministère public qui est les magistrats du parquet, et devant qui ils prêtent serment. Et nous avons aussi expliqué comment est-ce que la personne qui est poursuivie devant l'OPJ est appelée suspect. Et lorsque l'OPJ commence à instruire un dossier, il pose tous les actes d'instruction en interpellant les suspects, en auditionnant, et même il peut requérir les experts. Il requiert les experts pour avoir aussi leur suite. Lorsqu'on est par exemple en face d'un dossier de coups et blessures, il est obligé de requérir un médecin qui va donner la suite par rapport à l'état de la victime. Et nous avons aussi dit qu'il a un délai de 48 heures, mais il peut aussi solliciter auprès de son chef, qui est le procureur de la République, pour qu'on puisse lui donner la prorogation du délai. Mais le principe, c'est 48 heures. Mais si son chef lui refuse la prorogation du délai, il est obligé d'envoyer les dossiers tout à fait cessants devant les parquets. Et une fois qu'on arrive devant les parquets, le magistrat du parquet va procéder à l'instruction. Et cette instruction, soit c'est avec les prévenus en détention ou bien les prévenus en liberté. Si le prévenu est en détention, il va auditionner. À la fin de son audition, il va déceler dans l'exercice de questions-réponses. Il va comprendre est-ce qu'il y a lieu de maintenir la personne en détention, de placer la personne en détention. Cette fois-là, il change de nom, il devient inculpé. Cet inculpé-là, dès qu'il est placé en détention, il y a les motifs, nous avons évoqué, soit la fuite est à craindre, l'identité est douteuse, ou encore il y a un indice sérieux de culpabilité. Ce sont là les éléments qui peuvent motiver le magistrat du parquet, qu'on appelle le ministère public, à placer quelqu'un en détention. Mais je n'ai pas dit que tous ces motifs sont cumulatifs, non. Un seul motif suffit pour que les magistrats du parquet puissent placer quelqu'un en détention. Et le premier délai est de 5 jours, qui n'est pas renouvelable, qu'on appelle MAP, mandat d'arrêt provisoire. Et avant l'expiration, j'avais même insisté, j'ai dit, ce n'est pas après l'expiration, mais dans les délais avant l'expiration de 5 jours, soit le 3e ou 4e jour, le magistrat du parquet est obligé d'amener l'inculpé devant la chambre du conseil, qui est nécessairement composée des juges du tribunal de paix du ressort pour solliciter la détention. L'ODP, c'est-à-dire l'ordonnance de détention préventive, qui est de 15 jours cette fois-là. Et dans les délais de 15 jours, en fait, si ça dépendra aussi donc de la composition, si le tribunal estime accorder cette détention de 15 jours, à ce moment-là, l'inculpé reste en détention pendant ces délais. Mais avant l'expiration de ces délais, si le magistrat du parquet estime encore maintenir l'inculpé en détention, il va rentrer encore en audience foraine devant le même juge du tribunal de paix pour solliciter cette fois-là l'OC, c'est-à-dire l'ordonnance de confirmation, qui n'a pas la durée de 5 jours comme ça a été pour les MAP, mandat d'arrêt provisoire, ni de 15 jours comme ça a été pour l'ODP, l'ordonnance de détention préventive, mais cette fois-là, c'est l'OC, l'ordonnance de confirmation, qui a une validité de 30 jours, mais cette fois-là, c'est renouvelable. À la différence avec les autres détentions qui ne sont pas renouvelables, telles que les MAP ou l'ODP, l'ordonnance de détention préventive, mais
l'OC est renouvelable de mois en mois, mais cela ne peut pas dépasser 12 mois. Mais nous avons dit que chaque fois que le magistrat du parquet amène l'inculpé devant la chambre du conseil pour solliciter un délai de surplus, soit l'ODP ou l'OC, l'inculpé a aussi la possibilité de solliciter qu'on puisse les libérer, pour qu'ils puissent obtenir la liberté pour soumettre à la disposition du juge qui va soit dans un sens, soit accorder la liberté ou encore confirmer la détention selon les cas. Est-ce que c'est 15 jours si on est en face de l'ODP, l'ordonnance de détention préventive, ou 30 jours si on est en face de l'OC. Mais c'est aussi là, la différence des autres détentions, c'est renouvelable de mois en mois, mais que ça ne dépasse pas 30 jours. Mais j'avais aussi insisté pour dire que lorsqu'on est en train de poursuivre l'inculpé, le magistrat du parquet a deux possibilités lorsqu'il est en train de réunir les éléments. Soit il se retrouve en face des éléments qui le permettent de dire vraiment, en tout cas, je vois les faits sont là. Parce que lui n'a pas le pouvoir de dire les droits, il instruit. Alors, s'il estime que les éléments sont disponibles pour poursuivre avec la détention de l'inculpé, soit il est en liberté ou il est en détention, en ce moment-là, il a la possibilité de fixer le dossier devant le tribunal compétent. Devant le tribunal de paix, selon la compétence, c'est-à-dire pour les infractions qui ne sont pas punissables au-delà de 5 ans, mais devant le tribunal de grande instance pour les infractions punissables au-delà de 5 ans. Donc les maximums pour les infractions punissables au maximum de 5 ans ou moins, tels que les coups et blessures, l'abus de confiance, le vol simple, à ce moment-là, il fixe devant le tribunal de paix. Mais si c'est au-delà de 5 ans, tel que le vol qualifié qui est poursuivable même jusqu'à 20 ans de prison, et l'empoisonnement, le meurtre, tout ça, à ce moment-là, il va fixer devant les tribunaux de grande instance. Nous allons examiner aussi ces infractions dans un autre chapitre. Alors, voilà un peu comment les choses se passent. Mais s'il estime que les éléments ne sont pas disponibles, il n'a pas les éléments suffisants, il va chercher un motif de classement tel que nous avons dit. Soit il classe les dossiers sans suite par inopportunité de poursuite. L'inopportunité de poursuite a plusieurs causes. Ça peut être le fait que les parties litigantes se sont convenues par un protocole d'accord. Mais j'avais insisté que le protocole d'accord n'est pas un motif d'extinction d'une action publique, mais c'est un élément d'appréciation. Vous voyez, c'est pourquoi vous pouvez constater, c'est vrai que vous avez déjà fait le protocole d'accord, mais le magistrat continue à poursuivre. Il envoie même le monsieur à la prison. Mais comment nous sommes convenus? Non. La liberté ne dépend pas du plaignant. Mais mon côté plaignant, non. C'est comme, si je peux exagérer un peu, quelqu'un qui ensorcelle quelqu'un à l'ocu, à Pécho Kindoki, il ne saura pas Kolomolo Kindoki. Il faut aller maintenant à la délivrance. Donc, le magistrat du parquet n'est pas lié à votre protocole d'accord. Mais le protocole d'accord, ça peut être un élément d'appréciation pour qu'il puisse classer les dossiers. À ce moment-là, il dit les dossiers classés par inopportunité de poursuite. Mais il peut encore trouver un autre motif, tel que j'avais dit, il peut classer les dossiers pour fait bénin. Lorsqu'il estime que les faits pour lesquels l'inculpé est poursuivi donc, sont trop bénins, la valeur est très moindre. Il dit, bon, est-ce qu'il faut encore poursuivre? Il peut classer sans suite pour fait bénin. Mais il peut aussi classer sans suite par cause de décès. L'inculpé décède en cours d'instance. Et donc, on ne va pas aller arrêter quand même un mort au cimetière ou bien dans une morgue quand même. À ce moment-là, il classe les dossiers sans suite pour cause de décès. Mais j'avais insisté, si à cause des décès, cela peut ouvrir la possibilité à la partie plaignante d'aller saisir maintenant le juge civil pour solliciter les dommages et intérêts. Mais en matière pénale, la porte est fermée parce que la personne qu'on est en train de poursuivre est décédée. On ne peut pas poursuivre un mort au pénal. Et j'avais aussi dit qu'il y a classement sans suite pour difficulté d'atteindre les prévenus à l'adresse indiquée. On ne sait pas retrouver les prévenus, malgré qu'il y a une plainte qui est ouverte. Là, nous sommes dans le cadre d'un dossier qu'on a ouvert sans prévenir en détention.
il y a une plainte qui a été ouverte, mais on ne sait pas retrouver les prévenus. Une année, 2 ans, 3 ans, le dossier ne peut pas rester comme ça. Il est obligé parce qu'il reçoit aussi des inspecteurs. Les inspecteurs, ce sont ses chefs, la hiérarchie, qui viennent contrôler. Mais comment vous gardez, collègues, comment vous gardez un dossier pendant 3 ans, 4 ans, alors qu'on ne sait pas retrouver l'adresse? Donc, classé sans suite parce qu'il y a difficulté d'atteindre les prévenus à l'adresse indiquée. Mais il peut aussi classer les dossiers sans suite par cause des forclusions du délai. La forclusion du délai n'est rien d'autre que les délais de poursuite. Chaque infraction, vous allez voir quand on va commencer à examiner dans les chapitres là, chaque infraction en tout cas a un délai de poursuite. Au point que si ces délais dépassent, on ne sait pas poursuivre, même si l'infraction est là. Mais comment, c'est la infraction? Non, mais c'est normal parce que le délai est prescrit. On ne peut pas poursuivre quelqu'un au-delà du délai prévu par la loi. On va examiner les délais pour chaque infraction dans un autre chapitre. Nous avons aussi parlé du classement sans suite par insuffisance de preuve, défaut de preuve, défaut de charge. Mais on ne sait pas comment, parce que ou insuffisance de preuve. Et donc, voilà ce qui a été dit la fois passée. Et nous avons aussi essayé d'expliquer les voies de recours lorsqu'on est devant la phase juridictionnelle. Il y a des voies de recours ordinaires, d'une part, il y a aussi des voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont simples. Il y a ce qu'on appelle l'appel, il y a l'opposition, la tierce opposition. Et les voies de recours extraordinaires, c'est la cassation, la requête civile. Et donc, voilà un peu ce qu'on avait expliqué en termes de la procédure judiciaire ordinaire. Mais aujourd'hui, nous allons examiner, nous sommes toujours dans la procédure judiciaire, mais nous examinons un autre point, c'est la procédure devant le tribunal pour enfants. Ici, nous ne sommes pas dans la procédure ordinaire. Nous sommes maintenant devant une juridiction spécialisée. Et donc, sous-thème aujourd'hui, c'est le tribunal pour enfants. C'est la procédure devant le tribunal pour enfants. Donc la procédure judiciaire, mais cette fois-ci devant le tribunal pour enfants. Mais il faudrait d'abord placer un mot en ce qui concerne le tribunal pour enfants. En fait, le tribunal pour enfants, c'est un tribunal spécial. C'est une juridiction spécialisée. À l'époque, on parlait de juridiction d'exception. Mais c'est une juridiction spécialisée de par la matière, de par la compétence, de par les justiciables. Les justiciables ne sont rien d'autre que les personnes qu'on est en train de poursuivre. Les personnes qui sont habilitées à être poursuivies devant le tribunal pour enfants, puisqu'il s'agit d'une juridiction spécialisée. Vous devez comprendre que quand on est en face d'une juridiction spécialisée, les règles aussi changent. Les règles des jeux changent. Les règles des jeux sont aussi spécialisées. Elles ne sont pas ordinaires, comme nous venons d'expliquer ici. Tout ce que nous venons d'expliquer là, ce sont des règles ordinaires pour les juridictions ordinaires. Mais ici, il ne s'agit pas des mêmes règles. Ce sont des règles spécialisées, puisqu'on est en face d'une juridiction spécialisée, le tribunal pour enfants. Mais le tribunal pour enfants ici est géré par une loi. Et cette loi, c'est celle qu'on appelle la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. C'est la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Donc, j'ai dit la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. C'est ça la date de cette loi. En fait, dans cette loi, il y a la procédure qui est prévue, la procédure spéciale qui est prévue pour faire face à tout ce qu'il y a comme dossier devant la juridiction portant protection de l'enfant.
Et figurez-vous que le tribunal pour enfants a les mêmes rangs que le tribunal de grande instance. Je vous ai dit autrefois, quand on était en train de parler de la procédure ordinaire, que le magistrat du parquet a deux possibilités à la fin, soit de classer le dossier, chercher un motif, soit de fixer. Et s'il veut fixer, il doit voir est-ce qu'on est en face d'une infraction qui est poursuivable devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de paix. Et comment savoir la compétence? C'est facile. On envoie les dossiers en fixation devant le tribunal de paix lorsque le maximum de la peine, c'est de 5 ans. Donc, 6 mois, 2 mois, 1 mois, 2 mois. Donc, à partir de 1 jour jusqu'au maximum de 5 ans. Compétence du tribunal de paix. Mais quand on ajoute seulement 1 jour dans les 5 ans, ça échappe à la compétence du tribunal de paix. On est au tribunal de grande instance. Alors, ce tribunal de grande instance-là a le même rang que le tribunal pour enfants. Et donc, le juge du tribunal pour enfants, de par son rang, il est comme le juge du tribunal de grande instance. C'est le même rang. Mais ici, la procédure est spécialisée. Pourquoi la procédure est spécialisée? La première des choses, le tribunal pour enfants, lorsqu'il y a une audience en matière pénale, la première des choses, c'est qu'il faut retenir tout ce qu'il y a comme infraction. Oh non, voilà, l'enfant a commis une infraction de coups et blessures. Là, non. L'appellation change. Puisqu'on est en face d'une juridiction spécialisée, on appelle ça manquement. Lorsque l'enfant commet un fait qui est qualifié d'infraction à la loi pénale, par exemple, le coups et blessures, on dit non, il s'agit d'un manquement de coups et blessures. Ça change de nom. N'allez pas appeler infraction devant les tribunaux pour enfants, non. L'appellation spécialisée, c'est les manquements. Il a commis les manquements de viol, il a commis les manquements d'escroquerie, les manquements d'abus de confiance, les manquements de coups et blessures. Vous voyez? C'est ça l'appellation. Et l'autre spécialité ou spécificité, c'est que quand on est devant le tribunal pour enfants, en matière pénale, on ne porte pas la touche. Et les avocats, et les juges, les ministères publics, ou même l'assistance sociale, les greffiers, personne ne peut porter la touche. On reste en civil. Et les avocats. C'est pour éviter de frustrer l'enfant. Il doit être à l'aise. Donc quand vous venez au tribunal pour enfants, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout le monde en civil. Et les juges en civil. Et dès que vous trouvez les juges en civil, figurez-vous déjà que la matière qu'on est en train de traiter, c'est la matière pénale. La matière pénale, ça c'est l'appellation ordinaire, mais ici, on appelle ça la matière d'SL. SL, c'est-à-dire enfant en conflit avec la loi. Mais quand on est devant la juridiction ordinaire, on dira que c'est la matière pénale. C'est-à-dire, quand on parle de la matière pénale, c'est l'infraction. Mais là, lorsqu'il s'agit de la matière pénale, on dit non, il s'agit de la matière de l'SL. C'est pourquoi même l'enrôlement du dossier, vous verrez, on va écrire RECEL. RECEL. On écrit R et CL. Contrairement, quand on est devant la juridiction ordinaire, on écrit RP. RP, c'est-à-dire rôle pénal. Mais quand on est devant le tribunal pour enfants, on écrit RECEL. R et CL. C'est-à-dire rôle d'enfant en conflit, registre d'enfant en conflit avec la loi. Mais RP, c'était le rôle pénal. Mais ici, c'est le rôle d'enfant en conflit avec la loi. Là, dès que vous voyez, on vous envoie une convocation avec RECEL, figurez-vous déjà qu'il s'agit d'une matière d'enfant en conflit avec la loi, mais ici, il s'agit d'un manquement. Si on était dans le droit ordinaire, on appellerait ça une infraction. Et les dossiers seraient ouverts sous RP. Mais ici, comme on est en face d'un manquement, d'un enfant qui a commis une infraction, mais qu'on appelle manquement, on dit non, on ne peut pas appeler ça infraction, on appelle ça manquement. Mais le rôle, ça sera maintenant RECEL, c'est-à-dire registre d'enfants en conflit avec la loi. Alors, nous allons expliquer maintenant, avant d'entrer dans le fond, nous devons expliquer l'enfant en conflit avec la loi, c'est qui? En fait, l'enfant en conflit avec la loi,
c'est toute personne qui a moins de 18 ans, mais qui commet un acte qualifié d'infraction à la loi pénale. Alors, à ce moment-là, on l'appelle SL. On dit qu'il a commis un manquement. C'est-à-dire, c'est toute personne qui a moins de 18 ans, mais qui commet un acte qualifié d'infraction à la loi pénale. Cet enfant-là, comme il a moins de 18 ans, il peut avoir 17 ans, 16 ans, 14 ans, tout ça. En ces moments-là, on dit non, il ne s'agit pas d'une infraction, mais il s'agit plutôt d'un manquement. Donc, je reprends la définition. J'ai dit que l'SL, c'est toute personne qui a moins de 18 ans, mais qui commet un fait qualifié d'infraction à la loi pénale. Puisque la loi pénale, on dit que tel fait constitue l'infraction, par exemple, de coups et blessures. Tel fait constitue l'infraction de meurtre. Tel fait constitue l'infraction de, par exemple, d'occupation illégale. Mais comme il s'agit d'un enfant, et parce qu'on est devant les tribunaux pour enfants, ça change de nom. On dit que ce qu'il a commis là, ce n'est pas une infraction, il s'agit d'un manquement, mais lui là, on ne peut pas l'appeler comme on l'appelait de l'autre côté, oh, inculpé, oh, le suspect, oh, non. Ici, il a son appellation appropriée. Ici, son nom c'est SL. Dès qu'on dit SL, figurez-vous directement que nous sommes devant, il y a une procédure qui est ouverte devant les tribunaux pour enfants. Et la personne qu'on poursuit est un mineur, mais qui a commis un fait qualifié d'infraction à la loi pénale, selon les cas. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre jusque-là. C'est bon. Alors, maintenant, nous allons essayer d'expliquer la compétence du tribunal pour enfants. Ce qu'il faut savoir est que ce tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes qui ont moins de 18 ans. Et donc c'est pour dire en d'autres termes que tel que nous sommes là, vous ne verrez en aucun cas en matière pénale, on vous poursuit, oh non, papa, papi, venez comparer devant les tribunaux pour enfants parce que vous avez commis un manquement de coups et blessures. Jamais. Impossible. Les justiciables là-bas, si il a plus de 18 ans, et donc les tribunaux pour enfants n'est pas compétent sur les gars, on doit envoyer son dossier devant les parquets civils, les parquets ordinaires. Vous voyez? Et donc, en ce qui concerne la compétence, j'ai dit que le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître la matière dans laquelle est impliqué l'enfant. Là, c'est le principe. C'est-à-dire, on est en face d'un manquement. Ah donc, habituez-vous déjà, quand je parle de manquement, c'est que de l'autre côté, on parlait de l'infraction. Et donc, lorsqu'il y a manquement, les tribunaux pour enfants et le CEL, j'insiste pour dire le CEL. Je vais revenir sur ce point, le CEL. Je sais pourquoi je dis le CEL. Le CEL compétent, il n'y a que lui. Pas une autre instance. Seulement les tribunaux pour enfants. Et le principe, c'est ça. Mais vous verrez plus tard que cette même loi ici a prévu ce qu'on appelle la fourchette dans la poursuite. C'est vrai que le tribunal pour enfants est compétent à l'égard seulement des personnes qui ont moins de 18 ans. C'est ça le principe. Mais dans ces principes-là, on a fragmenté, on a fractionné. Il y a deux branches. Il y a la première branche des personnes ou des enfants qui ont moins de 18 ans. Donc la fourchette d'enfants qui se situe entre moins de 18 ans jusqu'à 14 ans. Donc de 14 à moins de 18 ans. Nous sommes tous devant les enfants qui sont mineurs. Mais la loi ici donne des tranches d'âge. Il y a certains enfants de 0 jusqu'à moins de 14 ans, 13 ans et demi. Ça, c'est une première sous-catégorie. L'autre deuxième sous-catégorie, ce sont maintenant les enfants qui sont entre 14 et moins de 18 ans. Des tranches.
dans la minorité. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et donc, j'ai dit ceci, que un mineur, toute personne qui a moins de 18 ans. Et c'est ce genre de personnes qui font objet de poursuites devant les tribunaux pour enfants. Mais attention, la loi ici que je viens de citer, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, fait une tranche d'âge des sous-catégories, toujours dans la minorité. La première sous-catégorie, il s'agit des enfants qui sont entre 0 jusqu'à moins de 14 ans. Je n'ai pas dit 14 ans. J'ai dit de 0 jusqu'à moins de 14 ans. Deuxième sous-catégorie, deuxième tranche, on commence maintenant de 14 ans à moins de 18 ans. Pas jusqu'à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, on est majeur. Donc de 14 ans à moins de 18 ans. C'est-à-dire 17 ans, 11 mois et 29 jours. Là, il est mineur. On attend les 30e jours ou les 31e jours selon les mois pour qu'il puisse accomplir 18 ans. Mais tant qu'il lui reste encore un jour ou quelques heures ou quelques minutes avant qu'il atteigne 18 ans, il est dans la deuxième fourchette. Maintenant, pourquoi j'ai donné, ou soit la loi a donné ces deux tranches? C'est pour la simple raison que on ne peut appeler SL, parce que je vous ai donné dans la globalité, j'ai dit, c'est la personne qui n'a pas encore atteint 18 ans, lorsqu'il est poursuivable devant les tribunaux pour enfants, on dit qu'il est appelé SL. Mais ici, là c'est le principe. Mais ici, je suis maintenant en train d'expliquer les détails. Ce n'est pas tout enfant qui est appelé SL. C'est ça maintenant la nuance. Ce n'est pas tout enfant. N'est appelé SL que la deuxième tranche. C'est-à-dire les personnes qui ont 14 et moins de 18 ans, qui se situent entre 14 et moins de 18 ans. C'est cette catégorie de personnes qu'on peut appeler SL. Lorsqu'il commet un fait qualifié d'infraction à la loi pénale. Mais il doit nécessairement se retrouver dans cette tranche d'âge-là. 14 à moins de 18 ans. Je n'ai pas dit 13. J'ai dit 14 à moins de 18 ans. Je n'ai pas aussi dit 18 ans. Je vais être précis. 14 à moins de 18 ans. C'est celui-là qu'on peut appeler SL, enfant confié avec la loi. Tandis que la première catégorie, la première sous-catégorie, de moins, donc de 0 à moins de 14 ans, ne peut pas être appelé enfant conflit avec la loi. C'est ça la nuance de cette loi. Je vais l'expliquer calmement. Lorsque vous lisez, on va lire ensemble avec vous. On prend d'abord une disposition. On commence par l'article 94 de cette loi. Il est dit ceci: le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. C'est ce que nous avons dit ici, non? Mais maintenant, quand on prend l'article 95, la nuance commence. L'article 95, il est dit ceci: l'enfant âgé de moins de 14 ans. Nous sommes maintenant dans la première sous-catégorie, non? Là, j'ai dit, on ne peut pas l'appeler SL. L'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Je reprends la lecture. L'enfant âgé, là c'est l'article 95, l'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Vous voyez? Je vais d'abord de côté nos considérations personnelles. Ici, nous interprétons la loi. Parce que si nous entrons dans les considérations personnelles, nous dirons déjà qu'il y a un danger dans la société. Parce qu'actuellement, un enfant de 14 ans, c'est vrai, ici la loi estime, par rapport à la présomption d'irréfragabilité, il dit que voilà, c'est qu'il a agi sans discernement, il ne comprend rien, il n'a pas de morale, tout ça. Donc il a agi sans discernement. La conséquence c'est quoi ici? C'est que les juges, même si on l'amène devant lui, un enfant qui vient de tuer quelqu'un, mais qui a moins de 14 ans, en interprétation de l'article 95, il doit les relaxer comme s'il n'a rien fait. Et c'est pourquoi j'ai dit,
lorsqu'on interprète la loi, on reste d'abord dans cette idée. Mais s'il faut aller maintenant dans la philosophie, au niveau de la société, on comprendra qu'il y a un danger. Parce qu'actuellement, dans notre société, quelqu'un peut envoyer même son enfant. Il dit non, comme tu as moins de 14 ans, pose-toi là, parce que quand on va t'arrêter, nous allons interpréter l'article 95 pour dire que non, il rentre à la maison. Parce que les juges, au fait, il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Il ne peut que faire l'interprétation de la loi. À l'occurrence, l'article 95 l'interdit de placer un tel enfant en détention et encore de le coller au dos l'étiquette de l'enfant confié avec la loi ou essai. Ou même de le placer en détention. C'est impossible. Mais qu'est-ce que le juge va faire? Il ne peut que relaxer, il ne peut que se soumettre à l'autorité de la loi. Et on poursuit l'article 96. Lorsque l'enfant déféré devant le juge à moins de 14 ans, celui-ci, voilà, c'est ce que je viens de dire, les relaxe comme ayant agi sans discernement. Vous voyez? Puisqu'il a moins de 14 ans, on les relaxe, son mandat. En tout cas, vous avez agi sans discernement. Mais la même article, et le même article, ou soit la même disposition, poursuit pour dire que c'est sans préjudice de la réparation. En fait, la réparation, là, nous sommes en matière civile. Vous allez comprendre que chaque fait infractionnel fait appel à la réparation civile. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vous administre les coups et blessures, il s'agit d'une infraction. Mais comme nous sommes en train de parler de la loi portant protection de l'enfant, on parle de quoi? Dit manquement. Mais puisqu'il y a manquement, chaque manquement qui est établi fait appel à la réparation civile, non? C'est comme notre téléphone. Si votre téléphone est endommagé, vous allez faire réparer ça, non? C'est aussi ça l'infraction ou le manquement dans les cas d'espèce. Donc, la réparation veut dire en d'autres termes qu'on veut faire ce qu'on appelle en droit la restitution in integrum, c'est-à-dire la restitution intégrale. Donc, on vous remet dans vos droits. Là où on a violé vos droits, on dit non, c'est ça la réparation civile. C'est pourquoi on peut estimer ça en argent. Non, les juges disent non, non, puisque vous avez commis une infraction, on vous condamne à 3 ans de prison, mais l'autre qui est préjudicié comme c'est la victime, on vous condamne aussi à payer 10 000 $ pour la réparation civile. C'est toujours comme ça. Mais là, ici, on dit, comme on les relaxe, cela ne veut pas dire que l'instance est éteinte. Attention. On les relaxe, c'est-à-dire, la loi, l'article 95, interdit qu'on l'arrête, parce qu'il a agi sans discernement, mais l'instance se poursuit. L'audience continue. On ne va pas l'appeler, vous allez me demander, mais maître, on ne va pas l'appeler enfant qu'on fait avec la loi, mais il aura quel nom? On l'appelle généralement enfant en cause. Enfant en cause, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas atteint 14 ans, c'est-à-dire il ne peut pas être appelé enfant qu'on fait avec la loi, et on l'appelle enfant en cause. Et cet enfant en cause devra se présenter à l'audience. Mais la finalité de cette audience, on le connaît déjà, non? C'est l'article 95. On ne va pas le condamner, non? Puisqu'il a moins de 14 ans, puisqu'il a agi sans discernement. Mais maintenant, on poursuit pourquoi? C'est pour poursuivre maintenant l'article 96 vers la fin, non? Qui dit que ce n'est pas sans préjudice de la réparation. C'est que quand on poursuivra avec l'instance ou le procès et qu'on constate que les manquements seraient établis, mais on ne saura pas l'opposer à l'enfant qui a moins de 14 ans, mais maintenant, à l'égard des civilement responsables ou des parents, on oppose maintenant la réparation. Ah, moi, on a bien le cola, à Zoxé, moi, on a battu, le cola, le lobby, moi, il va kange, zate, Cassio, parent, au futa, Micholo, autant. C'est la réparation civile. Mais lui, l'enfant est épargné. Pourquoi? C'est parce qu'il a moins de... Et aussi, comme il a moins de 14, on ne peut pas l'appeler SL, on l'appelle qui? Enfant en cause. On se comprend bien, non? Voilà. Alors, maintenant, ça c'est la généralité. Mais dans l'autre fourchette maintenant, lorsque l'enfant a 14, son âge se situe entre 14 et moins de 18 ans, celui-là maintenant peut être appelé SL. Ça c'est la généralité, non? C'est ce que nous avons dit. Et quand il est appelé SL, qu'est-ce qui se passe? Dès que le juge a déjà devant lui cet enfant, il y a ce qu'on appelle l'audience du cabinet. Il y a une fiche. Une fois l'enfant arrive, les juges pour enfants
va l'auditionner. Il va poser quelques 2 ou 3 questions sur cette fiche-là. Et l'audience du cabinet, c'est une audience où l'enfant n'est même pas assisté. C'est entre l'enfant et les juges seulement. C'est ce qui permettra au juge de se faire une petite idée sur les dossiers. Et il va se décider pour la première fois, prendre une première mesure qui est prévue par la loi ici. C'est le placement. Il fait sortir une ordonnance de placement de l'enfant en attendant la poursuite. C'est comme les magistrats du parquet, non? Souvenez-vous qu'on avait dit, il peut, quand il trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, il peut placer en détention. Lui aussi, le juge, dans l'audience du cabinet avec cette fiche-là, en parlant avec l'enfant, en posant à l'enfant quelques questions, s'il estime qu'il y a des indices, il peut, cette fois-là, lui ne va pas faire les marques. Il va faire l'ordonnance de placement. Vous voyez, c'est ça la pièce maintenant qui peut maintenir l'enfant en détention. Ce n'est pas le MAP, ce n'est pas l'ordonnance de détention préventive, ni l'ordonnance de confirmation. Mais c'est l'ordonnance de placement qui est établie par les juges pour enfants. Alors, lorsque les juges pour enfants établissent cela, ils fixent la date d'audience. Et va faire signifier cette date d'audience à toutes les parties, et même à la partie victime. Mais comme on est devant les tribunaux, le juge pour enfants, lorsqu'il va programmer une date d'audience, à la première audience, toutes les parties ont la possibilité, ou soit la partie SL a la possibilité de solliciter la révision de cette mesure prise par l'ordonnance. Je vais m'expliquer. Vous voyez, de la même manière qu'au parquet, on avait placé l'inculpé en détention par le MAP. Pendant son délai là de détention, il a la possibilité de solliciter la mise en liberté provisoire. Là, nous sommes au parquet. Ici, la loi ici donne la possibilité maintenant à l'enfant en conflit avec la loi de solliciter aussi qu'on puisse réviser la mesure prise par les juges. Parce que j'ai dit, la mesure que les juges vont prendre, ce n'est pas les MAP, ni l'ordonnance de détention préventive, moins encore l'OC. Mais ici, c'est l'ordonnance de placement. Mais cette ordonnance de placement est aussi révisable par une autre ordonnance. Donc, on ne peut réviser l'ordonnance que par une autre ordonnance. Cette fois-là, quand vous amenez les éléments, les juges vont aussi apprécier. Je n'ai pas dit que le fait que vous sollicitez directement, ça lie les juges à donner, à faire sortir une ordonnance, à prononcer une ordonnance qui va modifier la première qui a été pour le placement. Mais ça dépend aussi de son intime conviction. Il peut accorder ou maintenir l'enfant en placement. Attention, là, il ne faut pas parler de détention. Donc, habituez-vous avec les termes. Nous sommes devant les tribunaux spécialisés. Donc, ici, c'est le placement. Les juges peuvent lever les placements ou ils peuvent placer. Quand ils placent, c'est par l'ordonnance. Mais quand ils lèvent, c'est aussi par une ordonnance. Cette fois-là, ça sera maintenant l'ordonnance qui va confier aux parents ou aux tuteurs de l'enfant confié avec la loi la garde de l'enfant. Mais dans la pratique, on fait toujours allusion à une disposition de la loi. C'est l'article 131. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Lorsque on poursuit, pendant qu'on est en train de faire la poursuite, la loi dit ceci à l'article 131 que toute personne qui soustrait l'enfant devant la procédure, c'est-à-dire lorsque le juge pour enfant révise sa mesure pour dire voilà, l'enfant qui a été placé, j'ordonne qu'il soit maintenant confié entre les mains de ses parents ou tuteurs, ce qui est normal, non? Comme ça, il va venir librement à l'audience. C'est prévu par la loi ici. Mais on fait signer dans la pratique un acte d'engagement au responsable pour dire ngai mama boye ngai papa boye nandimi kozwa mwana ngai kasi nandimi pe koya kana na audience nyonso soki na yete tribunal ekanga ngai sur base de l'article 131. En fait, l'article 131 veut dire, donc explique comment est-ce qu'on peut soustraire un enfant devant la procédure. Quand on vous confie l'enfant et on vous dit venez avec lui à l'audience et que vous ne l'amenez pas, c'est la soustraction
de l'enfant devant la procédure et c'est périssable. En ce moment-là, ce n'est pas le juge pour enfants qui va vous poursuivre, c'est maintenant qui? Parce que vous êtes adulte, c'est qui? Quelle instance va vous poursuivre? Très bien, c'est le parquet. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas le tribunal pour enfants qui va vous poursuivre en tant que parent? Oui, vous avez signé, ça c'est bien, mais pourquoi? Parce que vous avez fait un acte d'engagement, oui, mais pourquoi lui, le tribunal pour enfants, il doit vous arrêter, non? Parce que vous avez failli, mais pourquoi il ne vous arrête pas? Il ne vous arrête pas parce que vous n'êtes pas éligible dans... Exactement, parce que vous êtes majeur. Exactement, donc c'est ça. Alors, maintenant, l'audience commence. Mais en dehors de cette compétence-là, j'ai dit la compétence générale, c'est que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes qui ont moins de 18 ans en matière pénale. Mais attention, vous allez me dire, mais maître, mais il peut aussi se faire que on a besoin d'avoir l'acte de naissance alors que l'enfant, quand il était né, 90 jours après, comme le dit le code de la famille qui venait d'être révisé, il faut dans les 90 jours, vous allez solliciter devant l'officier de l'état civil qu'on puisse vous établir l'acte de naissance gratuitement, non? Mais quand vous dépassez ce délai, la loi dit non. À l'époque, avant 2009, on recourait au tribunal de paix pour solliciter un jugement qui va ordonner à l'officier de l'état civil d'établir l'acte de naissance puisque vous êtes présenté en... Comme il y a déjà les tribunaux pour enfants. Mais ici, vous avez dit, vous êtes en train seulement d'insister sur les manquements. Mais quand il y a des pareils cas, en matière civile par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, effectivement, c'est prévu aussi ici. Ça, c'est une exception. Le principe, c'est la matière d'enfant conflit avec la loi qu'on appelle de l'autre côté la matière pénale ou répressive. Donc, quand on dit matière pénale ou matière répressive, c'est la même chose. C'est-à-dire la matière d'infraction. Mais ici, on ne parle pas de la matière pénale ni la matière répressive. On parle de la matière d'ICL, c'est-à-dire l'enfant en conflit avec la loi. Et ici, on ne parle pas de l'infraction, on parle de quoi? Manquement. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En dehors de faits qui devraient être appelés infraction dans le code pénal ordinaire, le tribunal pour enfants est aussi compétent en matière civile par rapport à ce que je vais dire maintenant là. La question de l'identité. Ça, c'est le premier motif en matière civile, l'identité. Donc, vous pouvez saisir le tribunal pour enfants en matière d'identité de l'enfant. Vous voulez changer son nom, tout ce qui se rapporte avec l'identité de l'enfant. Vous saisissez le juge par... On ne peut pas saisir le tribunal de paix, on saisit le tribunal pour enfants. C'est pourquoi on dit qu'en matière d'identité de l'enfant, il y a aussi la compétence qui est réservée au tribunal pour enfants. En dehors de ça, la capacité. Il y a aussi la filiation. Il y a l'adoption. Et il y a la parenté. Donc j'ai dit l'identité, c'est ce que j'ai expliqué. La capacité, la filiation, l'adoption et la parenté. Mais la filiation, c'est quoi? La filiation, c'est une matière qui est prévue par le code de la famille. Il y a deux types de filiation. Il y a la filiation paternelle et la filiation maternelle. La filiation, c'est les liens entre enfants et les géniteurs, non? On s'est dit, oh, mais lui, c'est Monsieur Moïse, son père s'appelle Kabé. C'est ça la filiation. Sa mère s'appelle Tel. C'est ça la filiation. Mais maintenant, dans la pratique, la filiation maternelle est facile, non? C'est question seulement de se rendre dans une maternité. Vous voyez, une maman, il donne naissance, on sait déjà, mais moi, la nette, est-ce que vous mais c'est elle qui vient de donner naissance, non? Parce qu'il s'agit de la filiation maternelle. Mais maintenant, la filiation paternelle, est-ce que c'est parce que la maman dit que non, papa Naye, c'est mais c'est tel qu'on saura dire effectivement ou confirmer que c'est lui son père? La filiation paternelle. Ça pose problème. Mais il peut se faire que l'enfant est né, mais après, quand la vérité est rétablie,
On dit non, non, lui, c'est pas son père. Son père est tel, sur base de tel élément. Et en ce moment-là, le tribunal va sortir un jugement. Mais en dehors de la filiation, il y a l'adoption. L'adoption, c'est le fait de prendre quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Mais vous dites, écoutez, je veux que cet enfant soit à ma disposition. Et en ce moment-là, l'adoption n'est pas de plein droit. Ne confondez pas le fait de cohabiter avec les enfants de vos tantes, de vos oncles, qu'il s'agit forcément de l'adoption. Non. L'adoption n'est pas de plein droit. L'adoption est légale. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit attesté par un jugement. Comme on est en face d'un enfant, il faut que le jugement soit nécessairement l'œuvre du juge pour un enfant. C'est inconcevable que le juge du tribunal de paix puisse vous établir un jugement d'adoption pour un enfant mineur. Non. C'est une irrégularité. Vous voyez? Et donc, j'insiste pour dire, l'adoption en droit congolais n'est pas de plein droit. Elle est plutôt légale. C'est-à-dire, elle doit être attestée par un jugement. Mais la conséquence, c'est quoi? Dès que le tribunal prononce un jugement d'adoption, l'enfant adopté aura la même valeur, le même droit que les enfants, les héritiers de la première catégorie. Donc, vos enfants-là auront la même valeur que l'enfant adopté. Tout. Donc, il n'y a pas de différence. La filiation, comme je l'ai dit ici, c'est le fait de prendre quelqu'un qui a été né hors mariage, par exemple, vous l'amenez. Les papas décèdent, après, il y a quelqu'un qui initie une action. Non, j'initie une action en filiation parce que tel enfant, on doit la filier. Non, il n'y a que les géniteurs qui peuvent la filier. Il n'y a que le père ou la mère lui-même qui peut affilier l'enfant dans le mariage. Et l'adoption, j'ai expliqué pour dire, elle n'est pas de plein droit, elle est plutôt légale. Il faut qu'il y ait un jugement. Et cet enfant, dès qu'il est adopté, il a la même valeur, le même droit que vos enfants biologiques. Si vous avez une seule maison que vous décidez, vous avez laissé un enfant biologique, donc on dirait que vous avez deux enfants. Ils vont faire 50-50. Parce qu'il y a un jugement d'adoption. Mais attention, le fait de vivre avec les enfants des Tata Mwasi, des mamans Lé, des mamans Bouloutou, ne leur octroie pas d'office d'enfant qu'on fait avec la loi. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là ou sinon il y a des questions. S'il y a des questions, posez avant d'avancer. La matière est délicate. On va aller lentement. S'il y a des questions, posez pour qu'on puisse bien expliquer la compétence du tribunal pour enfants. Oui, docteur. Merci, président. Vous n'avez pas fini de développer les différentes, comment dirais-je, les différents éléments qu'on peut utiliser pour saisir le tribunal pour enfants. On n'est pas là. On n'est pas encore là. C'est ce que je vais donner maintenant. Ouais. C'est ce que je vais donner. Vous avez parlé de la filiation. Ouais. Oui. Vous avez dit que vous avez évoqué ça déjà lorsque vous avez parlé d'identité. Mais la capacité, vous n'avez pas. Ah, la capacité. Ah, d'accord. Très bien. Mais la capacité, c'est simple. La capacité, c'est l'objet du contrat. Vous n'allez pas signer un contrat qui porte sur la vente des organes des humains. L'objet est illicite. La cause doit être aussi licite, légale. La raison qui fait que vous puissiez contracter doit être légale. Mais maintenant, il y a un élément qui s'ajoute, c'est la capacité. En fait, la capacité, c'est ce que le législateur, la loi veut faire comprendre que le mineur n'est pas capable de contracter. C'est comme ça que quand vous allez contracter, vous voyez par exemple les ventes qui se font, voilà, vous laissez un enfant mineur, il vend dans la boutique, il vend dans une pharmacie. Tout ce qu'il est en train de faire là est nul et c'est la nullité absolue. Donc le mineur est incapable. Il n'a pas la capacité de contracter. Et il n'y a que le tribunal pour enfants qui peut bien expliquer cette question de capacité. Vous voyez? Quand vous avez un problème pareil,
qui implique un mineur dans la capacité, vous savez qui? Les juges pour un enfant. C'est bon, non? Et j'ai parlé de la filiation maternelle, la filiation paternelle, qui est aussi une matière mise à la compétence des juges pour enfants. L'adoption, j'ai dit qu'elle n'est pas de plein droit, elle est légale, il faut qu'il y ait un jugement qui constate. Une fois que le tribunal a ordonné l'adoption, cet enfant-là qui est adopté a le même droit que vos enfants biologiques, les héritiers de la première catégorie. La parenté, c'est les liens qu'il y a entre l'enfant et les responsables. C'est bon? C'est bon? On peut passer? Ou bien il y a une autre question de précision? Est-ce qu'il y a une autre question de précision sur la compétence? Parce que jusque-là, nous sommes encore au niveau de la compétence. S'il n'y a pas de questions, oui, docteur. Merci beaucoup, maître. Par rapport aux différentes catégories, vous avez dit qu'il y avait des catégories de mineurs. Oui. Des 0 à moins de 14, et des 14 à moins de 18. Exactement. Ouais. Ici, nous parlons des SL. Enfin, on fait avec la loi. Supposons que le juge a déjà établi un jugement et que l'enfant doit être placé. Vous avez dit que les parents venus, ils veulent solliciter soit... Ce n'est pas un jugement, l'ordonnance. Parce que là, nous sommes encore au débit. Oui, l'ordonnance et placement. Oui. Okay, c'est ça. Et maintenant, les parents viennent solliciter sa libération. Il faut parler techniquement, hein? Techniquement, oui. Pas libération. Sa soustraction. Non. Ils viennent solliciter la garde de l'enfant. Que le tribunal puisse le confier la garde de l'enfant. En attendant qu'on puisse poursuivre, oui. Allez-y. Et maintenant, si les parents ne remplissent pas tous les préalables qu'on doit exiger, est-ce que les parents seront libérables ou soit on doit maintenir l'enfant sous le placement? Oui, mais l'enfant va rester en placement parce que, au fait, c'est pas seulement les parents ou les tuteurs qui peuvent solliciter la révision. Le juge lui-même aussi, la loi lui donne cette possibilité. Bien qu'il a déjà placé, mais en instruisant, il peut réviser lui-même, sans pour autant que les parents ou les tuteurs viennent solliciter. Pour un motif X ou Y, son ultime conviction. Mais si les éléments qui vont le motiver à réviser sont disponibles, en ce moment-là, il le fait. Mais si les éléments ne sont pas réunis, qu'est-ce qu'il va faire? On reste dans cet état-là, non? Du placement. Et l'audience poursuit. C'est bon? Ok. On prend la procédure. La procédure. Alors, déjà, tout ce que nous venons de dire là, vous pouvez commencer de l'article 94 jusqu'à même à l'article 101. Vous allez retrouver ça. De la loi portant protection de l'enfant. Mais maintenant, dans la procédure, c'est à partir de l'article 102. La procédure. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir par la procédure? La procédure, c'est la technique. C'est les chemins, les procédés qui concourent à l'administration et de la justice. C'est ça la procédure. Tout ce qui concourt pour administrer la justice. On appelle ça la procédure. Et ici, la loi portant protection de l'enfant prévoit 7 modes, 7, pour procéder. 7 modes de saisie du juge. Et ces modes sont prévus à l'article 102 de la loi portant protection de l'enfant, ou encore la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
je vais énumérer. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle la requête de l'OMP. Vous connaissez l'OMP, non? L'officier du ministère public, au parquet. Je vais expliquer. Mais le premier mode, c'est la requête de l'officier du ministère public, OMP. Deuxième mode, c'est la requête de l'OPJ, OPJ, officier de police judiciaire. Le troisième mode, c'est la requête de la victime. La victime du manquement peut faire une requête pour saisir les juges pour enfants. Donc, j'ai dit, premier mode, c'est la requête de l'OMP, officier du ministère public. Deuxième mode, c'est la requête de l'OPJ. Troisième mode, c'est la requête de la victime elle-même. Quatrième mode, c'est la requête de parents ou du tuteur. Requête de parents ou du tuteur. Cinquième mode, c'est la requête de l'assistance sociale. La requête de l'assistance sociale qui est à côté de la requête des parents. Requête des parents ou tuteur. Autre mode, requête de l'assistance sociale. Cinquième mode. Sixième mode ou avant-dernier mode, c'est la déclaration spontanée de l'enfant. La déclaration spontanée de l'enfant. Et le dernier mode, c'est la saisie d'office du juge. Souvenez-vous, quand on avait parlé de l'OPJ, on avait parlé d'une saisie d'office, non? Ici aussi, le juge fait ses saisies d'office. Donc, je reprends, il y a 7 modes de saisie du juge pour enfants. Le premier, c'est la requête de l'officier du ministère public, OMP. Deuxième mode, c'est la requête de l'OPJ, officier de police judiciaire. Troisième mode, c'est la requête de la victime. Quatrième mode, c'est la requête du parent ou du tuteur. Cinquième mode, c'est la requête de l'assistance sociale. Sixième mode, c'est la déclaration spontanée de l'enfant. Et le dernier mode, c'est la saisine d'office du juge. C'est bon? On va expliquer rapidement. Le premier mode, c'est la requête de l'OMP, officier du ministère public. Attention, attention et attention. Nous avons dit que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes qui sont âgées de moins de 18 ans. Et il n'y a que le tribunal pour enfants qui est compétent à leur égard. J'ai bien dit, il n'y a que le tribunal, exclusivement. Le tribunal pour enfants. Ce qui veut dire en d'autres termes, les magistrats du parquet peuvent se retrouver en face d'un dossier qui implique un mineur. Pendant qu'il instruit le dossier, il pose la question, c'est d'abord l'identification, non? Donne ton nom. Parce qu'il peut se faire qu'il y a flagrance, on arrête, quelque chose comme ça, mais l'enfant se retrouve devant les magistrats du parquet. Pendant que le magistrat instruit, ton nom, il donne. Le nom des parents, il donne. Tu es né où? Le village. Tu es né à Kinshasa? Oui. Ou à l'intérieur? Ok. Date. Dès qu'il lui donne la date, le magistrat se rend compte que j'ai en face de moi qui? Un mineur. La loi ici dit quoi? Parce que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes qui sont âgées de moins de 18 ans et qu'il n'y a que le juge pour enfants qui est compétent, pas quelqu'un d'autre. Je dis bien le juge. Il arrête l'instruction, il défère l'enfant devant être juge pour enfants. Et cette manière de faire cette procédure-là, on appelle ça la requête de l'officier de police et de l'officier du ministère public. Donc il fait une requête, il écrit au juge pour envoyer l'enfant et le dossier là. Il ne peut même pas continuer. Tout ce qu'il va faire, c'est l'irrégularité. Parce qu'il n'est pas compétent. Il n'y a que les juges pour enfants. Donc il s'arrête. Il s'arrête. Il envoie. Et cette requête-là qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle la requête de l'officier du ministère public. Pour dire que non, ça, ce n'est pas ma compétence, ça échappe à ma compétence, je dois envoyer.
Mais dans la pratique, il peut se faire, par exemple, que le magistrat du parquet, il reçoit à se dire ici, un enfant mineur. Il n'y a pas possibilité de le transférer. Mais il doit rapidement surseoir la poursuite. Il fait son rapport à son chef, le procureur, pour dire voilà, en auditionnant, je me suis rendu compte que l'enfant est mineur. En tout cas, je veux qu'il soit déféré devant son juge naturel qui est le juge pour enfants. Et le procureur va viser. Et on prend les dossiers de l'enfant, même le lendemain, dans un bref délai, on l'envoie devant les juges pour enfants. Donc les parquets arrêtent l'instruction par la requête du ministère public. C'est bon? La deuxième requête, c'est la requête de l'OPJ. C'est la même chose. Lorsque l'OPJ, en instruisant, il se rend compte, comme le magistrat du parquet, que oh, j'ai en face de moi un enfant mineur. Alors, je profite de l'occasion pour dire qu'il y a certains OPJ qui maintiennent les enfants en détention pendant qu'ils savent que c'est un mineur. C'est trop irrégulier, excessivement irrégulier. Il doit arrêter l'instruction et faire une requête d'OPJ pour envoyer l'enfant devant son juge naturel. Mais s'il continue à maintenir l'enfant en détention, 2 jours, 3 jours, ici on n'a pas besoin du délai. Attention, oh non, il a le délai de 48 heures. Mais le délai de 48 heures, pour faire quoi? Quelque chose qui n'est pas de votre compétence. Vous allez passer l'enfant en détention, pourquoi? Vous l'envoyez devant son juge naturel. Mais si vous le faites, c'est une faute lourde qui peut même vous amener à être jugé pour arrestation arbitraire. Parce que pourquoi vous l'arrêtez? Envoyez-les devant les juges naturels. Il y a d'autres juges, d'autres OPJ. C'est là où je voulais dire de la arrestation arbitraire. Il peut maintenir un enfant en détention au-delà de 3 jours, 4 jours, 5 jours même. Il le place dans un conteneur. Ça, c'est extrêmement grave. Il a violé la procédure et cette arrestation devient arbitraire puisque c'est au-delà de son délai imparti par la loi. C'est l'arrestation arbitraire. Mais il y a aussi une autre requête, c'est la requête de la victime. L'enfant mineur, en principe, lorsqu'on est devant le tribunal ordinaire, il ne peut pas, puisque nous avons parlé de la capacité de contracter, il va de soi avec la capacité d'ester en justice. Comme il est mineur, il ne peut pas. En principe, il ne peut pas saisir le tribunal. Mais comme nous sommes en face d'une juridiction spécialisée, on l'accorde la possibilité de saisir le tribunal pour enfants. Et donc, la victime peut être mineure ou majeure. Si la victime est mineure, elle se fait représenter par les parents. Mais si la victime est majeure, vous voyez, comme c'est la requête de la victime, elle le fait lui-même, parce qu'elle est majeure. Mais si elle est mineure, elle se fait représenter par les parents. Et donc, au lieu que la victime puisse aller saisir l'OPJ ou aller encore au parquet, vous tournez pour rien. Allez droit au but, non? Parce que si vous saisissez l'OPJ, il se rend compte que l'enfant est mineur, il arrête l'instruction. Après, il va déférer. C'est un retard, non? Mais vous qui êtes avisé, dès que vous constatez que la personne que vous voulez poursuivre est mineure, vous allez faire quoi? Vous saisissez directement les juges pour enfants, non? Vous voyez? C'est ce que ça veut dire. L'enfant mineur peut saisir le tribunal pour enfants. C'est aussi une possibilité pour de saisir. Mais à côté de cette requête de parents ou de tuteurs, il y a aussi la requête de l'assistance sociale. L'assistance sociale, ce sont des personnes qui sont agréées par la loi, reconnues par la loi, qui sont là au tribunal pour enfants pour assister les enfants. Chaque fois qu'il y a un dossier des enfants, on place un assistant social pour suivre. Il peut même effectuer des descentes dans les quartiers pour étudier le comportement de l'enfant. Il est avec l'enfant, bien que vous avez votre avocat, mais l'assistant social est là. Il suit lui aussi, fait son rôle pour faire son rapport par rapport au comportement de l'enfant. Vous voyez? Alors, lui aussi peut saisir les juges pour enfants. Quand il se rend compte, parce que de l'autre côté, on parlait de la dénonciation, non? Vous dénoncez pour les faits dont une tierce personne est victime. Parce que je vous avais dit qu'on ne peut pas saisir, en principe, la justice par voie de plainte pour un fait d'autrui.
Mais j'avais parlé de la dénonciation. Par la dénonciation, circonstanciée ou non circonstanciée, vous pouvez saisir l'OPJ ou les magistrats du parquet. Mais ici, on donne encore une autre possibilité. L'assistance sociale, c'est un tiers. Mais puisque la loi lui confère ce pouvoir-là, de saisir le juge, il peut aussi le faire. C'est ce qu'on appelle la requête de l'assistance sociale. Ce n'est pas verbal, il doit écrire. Ce n'est pas la plainte, c'est la requête. Mais il y a aussi la déclaration spontanée de l'enfant. C'est-à-dire ici, on n'a pas besoin de la déclaration écrite. C'est la déclaration spontanée verbale. L'enfant vient comme ça, devant le tribunal, il parle. Ah, on va violer c'est une déclaration spontanée. Ça permet au juge de se saisir aussi. C'est un mode de saisie, la déclaration spontanée. La loi a fait ça pour permettre à ce qu'il n'y ait pas l'impunité, pour accompagner l'enfant qui est vulnérable. Un enfant qui est mineur, qui n'a pas de parents, qui n'a pas de responsable à ses côtés. La loi lui dit non, malgré que tu es mineur, en principe, il devait se faire représenter, non? Mais la loi lui donne maintenant la possibilité de faire la déclaration spontanée. Et cela vaut saisie du juge. C'est une exception parce que nous sommes en face du tribunal pour enfants. Donc on peut aussi vous poser la question, mais dans quelle matière l'enfant lui-même peut saisir, l'enfant mineur peut saisir le tribunal? C'est facile, non? C'est la déclaration spontanée. Là, on n'a pas besoin d'aller voir les parents ou le tuteur parce qu'il est mineur. Mais ici, il est mineur, mais il fait la déclaration spontanée. Et on prend ça, les juges prennent ça en compte et se saisit directement de fait. Mais il y a le dernier mot qu'on appelle la saisie d'office. Ça, c'est simple, non? Un juge pour enfant, il est en train de se promener, il constate une infraction, un manquement, et il se saisit d'office. Et voilà un peu ce qu'on appelle la procédure. Et je pense qu'on va s'arrêter par ici pour poursuivre prochainement avec le garantie procédurale. Donc on va poursuivre avec la procédure devant le tribunal pour enfants. Mais cette fois-là, nous allons parler de garanties procédurales qui sont prévues par l'article 104 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Je vous retourne la parole pour quelques questions et puis on va clôturer la séance d'aujourd'hui. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y en a pas, on va clôturer la séance pour renvoyer au dimanche prochain. Oui, papa. Allez-y. Je vais demander si, comme ici, gestion, si on peut avoir les compensés. Vous faites un peu les spécialistes, tout ça. Oui. On va voir ça. Pas de souci, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça, mais là, il faut que ça soit moyennant quelque chose. C'est un travail scientifique. Ça sera moyennant un petit. On va le faire. Il y a une question? Oui, docteur. Ma question, c'est dans la procédure, vous avez énuméré 7 modes pour saisir les juges. Pour enfants. Apparemment, il n'y a pas de différence entre la requête de la victime et la requête spontanée ou la déclaration spontanée. Non, la requête de la victime, ici, il ne s'agit pas, ici, il s'agit de la victime majeure. La déclaration spontanée de l'enfant, c'est-à-dire la déclaration spontanée du mineur. Mais la requête de la victime, ici, il s'agit d'une personne majeure qui saisit la justice lui-même. Non, c'est lui-même qui est victime. Tel que tu es là, un mineur vient te frapper. On sait que les juges compétents, c'est les juges pour enfants. Vous n'allez pas chez l'OPJ ni chez l'OMP. Vous faites une requête contre cet enfant devant le tribunal pour enfants. Parce que vous êtes majeur, non? Vous avez la capacité de saisir, d'écrire. Mais la déclaration spontanée, là, ce n'est pas la victime. C'est l'enfant mineur. Parce qu'en principe, l'enfant mineur doit être représenté par les parents. Il ne peut pas rester, il n'a pas ce pouvoir-là. Mais ici, spécialement, on lui donne la possibilité, par la déclaration spontanée, de saisir le juge. Tandis que la déclaration de la victime, il ne s'agit pas de la victime mineure. Il s'agit de la victime majeure. Parce que s'il s'agit de la victime mineure, elle doit être représentée par un majeure qui est victime d'un fait infractionnel qu'on appelle manquement ici. Un mineur t'administre le coup,
il te fait un mal qui est qualifié d'infraction à la loi pénale, en ce moment-là, vous êtes victime majeure, vous avez 18 ans ou plus, vous saisissez par requête, pas par la plainte, comme ça s'est fait au parquet ou devant l'OPJ, par requête de la victime. Mais attention, cette fois-là, vous êtes victime majeure. Mais si vous êtes mineur, la loi vous ouvre la porte. Soit c'est les parents ou le CIE qui le fait par les requêtes, mais si les parents n'est pas là, votre déclaration spontanée en tant que mineur vaut saisie du juge. C'est bon? Donc c'est une procédure qui est en général. C'est spécial, très spécial. Seulement pour les tribunaux pour enfants. N'amenez pas ça devant les juridictions ordinaires, non. Ici, nous sommes dans la procédure spéciale. Alors pour les tribunaux pour enfants, pourquoi la requête de la victime? Parce que la victime là est majeure, qu'est-ce qui vient encore faire au tribunal? Mais c'est ça, vous venez porter à la connaissance du juge d'un fait, d'un manquement. Ah, c'est que le mineur. Oui. Vous allez saisir. Vous êtes victime, non? Mais vous êtes majeur. Ok. Une autre question? Voilà. N'allez pas encore, vous êtes avisé, n'allez pas faire de contours. Oh non, j'ai peur d'avoir chez l'OPJ. Parce qu'il finira par se dessaisir pour faire la requête de l'OPJ, de l'OMP. Ça vous prendra du temps inutilement. Vous êtes averti, allez directement dans l'orbite. C'est bon? On peut renvoyer la séance? Alors, merci à tout le monde qui nous a suivis sur les réseaux. Merci de partager notre